Bonjour, Jean-François Gatimel pour G-Formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la variation de vitesse par variateur et par démarreur sur moteur asynchrone. On va juste effleurer le sujet et on ira un peu plus loin dans d'autres présentations. Donc un départ moteur, c'est le rôle de base de la commande de puissance, consiste à établir ou interrompre l'alimentation des récepteurs en énergie. On alimente les moteurs électriques asynchrones à cage ou autres, mais ici ce sera les moteurs asynchrones à cage. On réalise plusieurs fonctions, notamment sectionnement, protection et commutation. Là, nous allons parler des départs électroniques, donc avec gestion des rampes notamment, pour le démarreur et le variateur, et beaucoup d'autres paramètres sur le variateur. L'avantage de la variation de vitesse, c'est d'assouplir les démarrages et arrêts des moteurs pour éviter les à-coups sur tout ce qui est mécanique derrière. Également, on peut avoir avec le variateur des vitesses qui peuvent être comprises entre 0 tours par minute et parfois plusieurs fois la vitesse nominale moteur. Donc comment se présente un départ moteur avec un démarreur ou un variateur? C'est pas très compliqué. On prend le départ moteur classique et on vient greffer un démarreur au milieu. Le contacteur KME, le contacteur de puissance, n'est pas forcément indispensable. On verra plus loin qu'il faut se méfier de certains démarreurs. On se rend compte que la protection, il y a un changement. Il n'y a plus qu'une protection magnétique. Il n'y a plus de protection thermique, puisque sur 80% des cas, c'est le démarreur qui réalise cette protection, et sur 100% des cas, le variateur réalise cette protection également. Alors, le démarreur électronique, comment ça fonctionne? C'est un gradateur de tension tout simple. 2 thyristors, on applique tout ou partie de la sinusoïde en entrée, et grâce à cette variation de tension, donc la variation de tension efficace va changer, et le moteur étant sous-alimenté, il va avoir un peu moins de couple. Le moteur va démarrer plus souplement et éviter ainsi les casses mécaniques au démarrage. En américain, on dit ça soft starter, avec l'accent qui va bien. Bon, c'est un démarrage progressif, rien de compliqué. Ça reste une technologie assez peu coûteuse. Les inconvénients, le couple de démarrage est faible, puisque on joue sur la tension moteur, donc forcément directement sur le couple. On sait gérer des rampes d'accélération et décélération, par contre il ne faut pas vouloir gérer une rampe précise. On sait faire des choses douces, soft, donc, mais pas forcément avec une bonne répétabilité et une précision. Si on veut 3 secondes de démarrage, on aura à peu près 3 secondes. Voilà pour le démarreur. Rien de compliqué. On rentrera un peu dans les détails sur une autre présentation. Le variateur électronique. Alors le variateur, c'est un peu plus sérieux. D'ailleurs, on le voit plus loin au niveau du coût du matériel. C'est quand même quelque chose de plus important. Un départ moteur avec un variateur, c'est quoi? Surprise, c'est la même chose. Le variateur qui vient se greffer après le contacteur de ligne, pas forcément obligatoire, il est conseillé, on est sûr que quand il est ouvert, il n'y a plus de tension après, mais le variateur sait gérer ça aussi, c'est garantir qu'il n'y a plus d'énergie en sortie du variateur quand on lui dit qu'il n'y en ait plus. Et la protection contre les courts-circuits reste, par contre il n'y a pas de protection thermique, puisque la protection thermique du moteur va être réalisée par le variateur. Donc le variateur de fréquence, il y a 3 fonctions. Rien de compliqué sur la base. On a un pont redresseur, un filtre et un usher. Donc le pont redresseur, il va permettre de repasser toutes les sinusoïdes en positif. Comme ça, on n'a plus de tension alternative, mais une tension légèrement ondulée ou très ondulée dans le même sens, comme une tension d'alimentation en triphasé ou en monophasé d'ailleurs. Le filtre, lui, va permettre de lisser plus ou moins bien, plus ou moins fort
cette tension redressée, et le hacheur, lui, va générer des créneaux de largeur variable, plus ou moins importante, afin qu'à la sortie, le moteur, au niveau de la tension efficace, voit une tension efficace sinusoïdale. On voit que la différence entre réseau tri et réseau mono, la tension filtrée, elle est pour les mêmes valeurs de capacité. La tension filtrée est quand même moins jolie, du coup derrière c'est plus difficile pour l'électronique de gérer la tension qu'elle envoie au moteur. Le pont redresseur. Le pont redresseur, ce qu'on veut, c'est un bon vieux pont de Gretz pour ceux qui connaissent. Qu'on soit avec 4 ou 6 diodes, le but est de remonter les alternances négatives en positives. Rien de compliqué, on met une diode et on redresse tout ça. Voilà les schémas que ça donne avec un tri ou monophasé. On a donc le réseau tri qui arrive ou le réseau mono, le pont de diode et une tension redressée qui va pouvoir aller au filtre. Le problème, c'est que la diode, elle est très jolie sur le papier. Par contre, les courbes de fonctionnement sont loin d'être rigoureuses comme sur le papier. Notamment, la diode dans le sens passant, elle se serre. Donc, on a une petite chute de tension qui n'est pas énorme, mais qui existe et qui, en fonction du courant, dégage donc une puissance et de la chaleur qu'il va falloir dissiper et qui perturbe également la suite du fonctionnement. De plus, en sens inverse, elle n'est pas étanche. Et du coup, on a quand même une légère tension inverse. Il faut en tenir compte. Bon, la diode n'est pas parfaite. C'est ce qui est noté et c'est la vérité. Mais enfin bon, elle nous aide pas mal. Le filtre. Le filtre, c'est tout simplement un condensateur. On a besoin d'énergie quand justement la sinusoïde n'est plus là. Donc, quand la sinusoïde monte, la tension monte, le condensateur se charge. Et quand elle redescend, on fait en sorte avec un circuit LC, RC, RLC, on fait une petite soupe électronique pour que on puisse avoir une tension filtrée qui soit la plus linéaire possible. Voilà comment fonctionne le filtre. On a la tension monophasée, la tension redressée à l'entrée et en sortie, on lisse un peu les baisses de tension. Et avec tout ça, on va au hacheur. Alors on va noter quand même que les tensions, après le filtre, on se retrouve, si on est en monophasé en 330 volts, alors courant continu, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, en tenant compte de l'ondulation. Par contre, en triphasé, on a 563 volts, alors c'est à peu près. Il faudra tenir compte de tout ça plus loin au niveau du moteur. Et le condensateur, c'est un peu comme la diode, il n'est pas parfait. Au moment des charges et des décharges, on a un pic de courant qui est très très important, qui est de courte durée, mais qui est très important, et qui fait que on perturbe énormément le réseau en amont. Donc il faut se méfier, il existe des choses, des matériels qu'on met entre le variateur et le réseau pour pouvoir limiter tout ça. Des fois il y en a besoin, des fois c'est pas utile. Certains variateurs n'ont pas besoin de ces inductances de ligne, puisque c'est comme ça qu'elles se nomment. Et le hacheur. Le hacheur, il a pour fonction de générer des signaux carrés, et ces signaux ont une largeur variable. Grâce à cette largeur variable, on fait croire au moteur qu'il est alimenté par une tension sinusoïdale bien propre. Alors le moteur il est pas malin, c'est une inductance, donc il y croit, grâce à l'inductance d'ailleurs. Donc il y croit, on lui crée des signaux carrés avec une largeur variable, et pour lui, la tension efficace est sinusoïdale, tout va bien, pour fonctionner très très correctement. Donc au début, on utilisait des thyristors pour réaliser la fonction de hacheur. Les thyristors étaient un peu lents, donc on est passé au transistor au fur et à mesure de l'évolution des technologies qui étaient plus rapides. Le transistor avait aussi quelques petits défauts par rapport à ce qu'on appelle maintenant les IGBT, qui sont pratiquement les seuls à être utilisés maintenant sur les variateurs de vitesse. L'avantage de l'IGBT, c'est qu'on peut monter assez haut en fréquence, plusieurs dizaines de kHz, ce qui permet sur les créneaux d'avoir de duper encore mieux le moteur.
Et puis les IGBT maintenant sont assemblés dans un module complet qu'on appelle un IPN. La fonction de HR est dans un seul module plutôt que d'avoir des composants séparés. Donc là, on a un peu rationalisé le principe du HR. On voit à droite la sinusoïde qu'imagine le moteur avec la tension efficace, donc qui varie réellement de cette manière-là en faisant des signaux carrés. Et encore une fois, grâce au fait que le moteur ait quand même une inductance. Voilà. Bon, de la même manière, le HR nous embête un peu. Pourquoi? Parce que il utilise de l'électronique qui est très performante, mais qui n'est pas parfaite. Et donc, on a des diodes. On a vu un peu plus tôt les petits soucis que nous posaient nos diodes. Le HR, malgré que les IGBT sont les composants qui consomment le moins d'énergie pour leur commande, eh bien, ils chauffent. De toute façon, il faut passer du courant. Ils se servent au passage. Courant fois tension égale puissance, donc ils chauffent. Donc on se retrouve avec certains variateurs avec de gros radiateurs derrière. Et chose importante, et beaucoup malheureusement d'utilisateurs ne le savent pas, on ne peut pas mesurer une tension en sortie de variateur avec un multimètre, alors on va dire bas de gamme, ou un multimètre qui a plusieurs années. Il faut impérativement un multimètre TRMS, à la limite RMS, tout simplement parce que les multimètres classiques disent, moi on m'a dit de mesurer une tension, je mesure une tension, mais je sais qu'elle est sinusoïdale. Donc il faut leur calcul en disant, je mesure une tension sinusoïdale. Alors qu'en fait, c'est pas du sinusoïdal, c'est du signal carré. Du coup, il n'aime pas embêter le multimètre, il indique n'importe quoi, et donc impossible de mesurer avec un multimètre classique. Il faut bien le vérifier. Donc, très rapidement, on vient de résumer l'essentiel du minimum à connaître, les principales choses à savoir. Donc le variateur, lui, il est coûteux. Par contre, il est très performant. Il est efficace dans tous les domaines. Il est, certains diront que c'est pas tout à fait vrai, mais il est équivalent, voire même meilleur, le variateur couplé à un moteur asynchrone qu'un système à moteur à courant continu. Il protège bien mieux, heureusement d'ailleurs, vu l'électronique embarquée, bien mieux le moteur qu'un relais thermique. Par contre, un variateur, ça se pose pas en disant j'ai un moteur d'1,5 kg, voilà, je veux un variateur. D'abord, il y a plein de choses à connaître. La tension d'alimentation, on peut l'alimenter en mono ou en tri, on peut l'alimenter en 400 volts ou en 230 volts. Où il va être positionné, près du transformateur ou en bout de ligne, au bout de 500 mètres de câble. Combien il y a de câbles, de longueur de câble entre le variateur et le moteur? Qu'est-ce qu'entraîne le moteur? C'est un convoyeur, c'est un ventilateur, c'est un concasseur, c'est une pompe centrifuge. Il y a plein de questions à se poser pour définir le bon variateur, parce que chaque variateur a ses caractéristiques. Et puis, en fonction justement de toutes ces questions-là et des réponses, eh bien, on a une batterie à l'environnement. Mais pour le variateur aussi, d'ailleurs. L'inductance de ligne, elle permet, hormis ce qui est noté là, elle permet de limiter les courants à l'entrée du variateur. Donc elle protège quand même pas mal le variateur sur les variations qu'il peut y avoir. Cette inductance de ligne, elle est sur les 3 phases. Les filtres d'entrée, donc le filtre CEM, il est obligatoire en Europe. En tout cas en France. Dans beaucoup de pays européens. C'est impératif, on ne peut pas mettre autre chose. On arrive encore à trouver des variateurs qui arrivent sans filtre CEM, c'est précisé sur les catalogues, n'a pas le filtre CEM. C'est interdit. Donc sur certaines applications, vous avez vraiment beaucoup de variateurs, vous couplez tous les variateurs avec un seul filtre en amont. Le filtre qui est monté en règle générale sur les variateurs, c'est un filtre classique. On peut rajouter un filtre pour augmenter le filtrage électromagnétique. Quand on est sur des installations plus sensibles, les hôpitaux, data centers, ce genre de sites-là qui nécessitent vraiment un minimum de parasites pour fonctionner correctement. L'inductance moteur.
Donc c'est une inductance qui se met comme l'inductance de ligne, c'est d'ailleurs souvent la même chose, la même référence, se met entre le variateur et le moteur au plus près du variateur. Elle permet quoi? Elle permet de limiter notamment les dV sur dt, donc aux bornes du moteur. Pourquoi? Parce qu'au niveau du hacheur, en fait la coupure elle n'est pas aussi propre et pas aussi carrée qu'on veut bien le montrer, et on a des pointes qui peuvent monter très très haut au niveau des tensions. Ces pointes-là, 563 volts, on peut facilement arriver à 900-950 volts. Les moteurs, ils prennent quand même des pointes de tension assez importantes. Et les isolants, les vernis isolants sont mis à rude épreuve quand on met un variateur. Donc les moteurs d'aujourd'hui sont prévus pour, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Mais des moteurs qui ont déjà une trentaine d'années, voire même plus, et ce moteur asynchrone et increvable, il y en a encore beaucoup sur le circuit, cela risque de ne pas vraiment aimer si on décide de mettre un variateur pour assouplir un peu la mécanique. Donc il faut se méfier à ce niveau-là. L'inductance au moteur permet de limiter ce genre de problème. Donc de surtension, de durée très courte, mais qui peuvent provoquer de sacrés dégâts. L'inductance moteur va aussi limiter les courants de fuite à la terre, toujours à cause de cette fréquence de découpage de signaux carrés, fuit énormément à travers les câbles, surtout si on est sur un câble blindé d'ailleurs. La résistance de freinage. La résistance de freinage, il en existe deux types. Résistance de freinage simplement pour freiner le moteur sur un mouvement de translation, par exemple, ou sur un convoyeur. On va avoir une résistance de freinage qui va être mise dans le circuit du moteur. Elle va consommer le courant que le moteur va nous fournir en roue libre. Donc on va mettre plus ou moins le moteur en court-circuit, on va le consommer, et lui, il va freiner. Il existe également des résistances de freinage pour le levage. D'ailleurs, elles sont en principe appelées résistances de levage, qui elles sont utilisées pour tout ce qui est ascenseur, monte-charge, escalator, voilà. Donc ces résistances-là, elles sont forcément un peu plus costauds parce que la charge est très souvent entraînante et c'est elle qui va aider le variateur à freiner le moteur, à driver le moteur dans tout ce qui est mouvement de descente. Le câble blindé ou pas? Alors personnellement, je dirais surtout ne pas mettre de câble blindé s'il n'y en a pas besoin. Les installations, comme je mets dans les déserts, dans les clairières, sur la Lune, peuvent rayonner. En fait, ce qui se passe, c'est toujours cette fréquence assez élevée en sortie du variateur et qui crée des radiofréquences. Et puis, on se retrouve avec des fréquences qui vont passer à travers d'autres câbles qui peuvent être des câbles de commande. Et on peut tout à fait se retrouver avec un ordre de marche sur un automate. Alors, si c'est un ordre d'arrêt, c'est pas grave. Si c'est un défaut, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes sur un ordre de marche, faut sortir les doigts vite fait. Pour le fonctionnement du variateur, la bonne idée, c'est de ne pas mettre de câble blindé. Ce qui est important également, c'est au niveau du hacheur. Donc, on a dit, on a 563 volts. Malheureusement, ces pics sur les créneaux qui apparaissent à chaque créneau et qui sont dangereux pour le moteur, pour les vieux moteurs, parce qu'on peut avoir des tensions qui vont monter à 8 ou 900 volts, et ces 8 ou 900 volts, le câble va les voir aussi. Donc le câble qui alimentait le moteur avec un démarrage direct et qui voyait passer du 400 volts en tension efficace, donc en crête on était un peu plus haut que ça quand même, autour de 563 volts justement, là maintenant il va avoir passé 900 volts, 1000 volts. Et il va falloir qu'il les tienne aussi. Donc le câble de liaison entre le variateur et le moteur, blindé ou pas, il doit être toujours isolé 1000 volts. On a balayé très très rapidement, et comme je le dis un peu plus tôt, l'essentiel de la crème du minimum à connaître. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, en espérant que cette présentation vous aura plu. Merci beaucoup. Nous sommes évidemment à votre disposition pour créer toute formation adaptée à votre besoin.